Bonjour à toutes et à toutes, ravie de vous accueillir dans ce nouveau rendez-vous de la laïcité, de Libre Ensemble, avec une invitée aujourd'hui, Véronique de Keyser, qui nous vient avec son nouvel ouvrage, ce que la laïcité doit aux femmes, les voix de l'émancipation. Un ouvrage qui donne cette voix à la pluralité de ces femmes à travers l'histoire. Bonjour Véronique de Keyser. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir. Véronique, vous êtes présidente du Centre d'action laïque, psychologue et professeure émérite de l'Université de Liège et députée européenne entre 2001 et 2014. En face de vous, Florence Quémax, dont vous faites référence dans votre livre, mais nous y reviendrons. Bonjour Florence. Vous êtes, vous, professeure de philosophie à l'Université de Liège, conseillère à l'éthique et aux politiques d'égalité de l'université et vice-présidente du comité consultatif de bioéthique de Belgique. Tout cela. Les femmes ont toujours tenté de s'exprimer, Véronique de Keyser, pour exister. Un combat pour cette émancipation, parfois en dessous des radars. Aujourd'hui, cette voix porte. Nous en sommes les héritières, en quelque sorte. Vous avez voulu donc redresser toute l'histoire de ces voix. On commence d'ailleurs par une voix en jeu, puis une voix en nous, puis une voix en elle. Ce sont toutes ces femmes invisibilisées au cours de l'histoire à qui vous avez voulu redonner sens aujourd'hui. Première entrée dans ce livre par ces voix-là. Oui, c'était vraiment... Je ne voulais pas retracer une histoire, parce que tout le monde connaît un petit peu l'histoire des femmes. Je voulais plutôt revenir sur l'idée que c'est maintenant qu'on entendrait les femmes, c'est maintenant qu'on aurait des femmes philosophes, c'est maintenant qu'on aurait des femmes réalisatrices, etc. Ce n'est pas vrai, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Simplement, les traces qu'elles ont laissées étaient des traces extrêmement éphémères, qui ne sont pas apparus au niveau général de l'opinion publique, pour la plupart, et qui ont été perdus au cours du temps. Donc chaque fois qu'on a une femme qui fait quelque chose d'important, on dit « Ah, mais c'est la première femme à faire ça ». Mais non, en général, c'est pas la première. Mais c'est celle dont on retient aujourd'hui le nom. D'ailleurs, vous êtes la première présidente du Centre d'action laïque, mais vous avez pu l'être car d'autres femmes bien avant vous ont mené des combats. Je le citerai pour ceux qui l'ont connue et bien aimée, Lucie de Broecker, professeure de chimie à l'Université de Bruxelles, que j'ai connue quand j'étais jeune étudiante et qui était un modèle de libre pensée. Mais il y en a eu bien d'autres. Et c'est vrai que sans ces combats souterrains, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est que la manière dont elle parle, et j'ai parlé de parler en termes de jeu, ça veut dire de manière intimiste, de parler de mon corps, de parler à ma copine, de parler de former un petit groupe. Mais ça ne reste pas, c'est l'éphémère. Puis l'idée du nous, le nous, c'est quoi? C'est les combats pour les droits. À un moment donné, les femmes se sont mises ensemble et se sont dit « Mais on veut des droits comme les hommes, on veut des droits civils et politiques. » Ça, c'est une autre époque. Et puis le « elle », dont vous aviez parlé, ça, ce sont les femmes qui se sont dit « Mais les droits ne suffisent pas. » Les droits ne suffisent pas parce que derrière cette idée des droits, droit à l'instruction, droit de vote, etc., il reste des possibilités de domination des femmes à travers ce qu'on a appelé un patriarcat, la protection, soi-disant, des hommes, des maris, etc., mais qui étouffait les femmes, qui les oppressait. Et puis il y a eu d'autres schèmes de domination. Et même dans une société démocratique, même quand des droits sont accordés, il reste comme ça des poches de domination, de schèmes. Et donc il faut faire plus que ça. Et à ce moment-là, les femmes ont pris la plume. Alors quand elles prennent la plume, quand elles ont été à l'école, qu'elles prennent la plume et qu'elles écrivent leur histoire, ça c'est difficile, sauf à faire des autodafés, c'est difficile de les oublier. Et dès que ça a été écrit, et c'est pour ça que j'ai écrit ce petit livre, pour qu'il reste, dès que ça a été écrit, ça peut rester, mais quand on a écrit, on a encore oublié, et c'est la 4e partie, celle dont la voix ne se fait pas entendre, celle qui reste des femmes vulnérables, des angles morts de notre démocratie. Et le Covid et les guerres, la guerre d'Ukraine que l'on connaît maintenant, on voit réapparaître la pauvreté, on voit réapparaître ces femmes qui ont appris à parler, mais d'une autre voix, la voix de la furtivité. Mais ça, on peut en reparler après. On en reparlera parce que... Et ça, c'est ce que la laïcité, à mon sens, doit pouvoir écouter. Elle doit s'emparer de ces angles morts où des femmes sont encore invisibilisées. Et de cette écoute d'un peu de l'inaudible aujourd'hui pour être vraiment
un levier de la démocratie. En attendant, Florence Kémax fait partie de ces jeunes philosophes qui ont pointé et qui étudient les femmes qui ont étudié en quelque sorte et qui ont parlé des femmes. En se plaçant à distance, on peut, grâce à cela, déconstruire les stéréotypes et promouvoir une étude de genre, en quelque sorte. C'est un peu à cela, avec d'autres consoeurs, confrères, que vous vous attelez. Oui, les études de genre sont devenues une discipline académique, mais qu'on ne peut pas comprendre si l'on ne s'appuie pas sur ce que Véronique de Keyser vient de dire, à savoir que c'est une des rares disciplines académiques qui doit son existence, son origine, ses objets même, en fait, à des luttes qui sont d'abord des luttes en dehors du monde académique. Ce n'est pas au départ un objet de science, créé comme objet de science comme tel, en fait. Ce sont des luttes qui ont cherché à énoncer des problèmes, à rendre visibles des phénomènes sociaux de domination, de rapports de pouvoir. Il a fallu des combats pour pouvoir les cerner, les identifier. Et c'est seulement par la suite que ça va faire l'objet d'enquêtes véritablement scientifiques qui forment le continent des études de genre aujourd'hui. Et c'est énorme, c'est à la fois bien sûr la sociologie, les sciences sociales forcément, mais aussi l'histoire et la philosophie dans une certaine mesure. Ça représente un défi pour la philosophie classique, les théories féministes, mais c'est une série de disciplines qui nous ont effectivement appris à, comme on dit, déconstruire les stéréotypes. Alors, déconstruire les stéréotypes, ça veut dire essentiellement les historiciser, les rendre à leur histoire, comprendre leur provenance, ce qui les a consolidés et comment, aujourd'hui, ça continue, dans certains endroits, dans certains lieux, dans certains aspects de notre vie, de façonner nos comportements, notre langage et bien sûr les rapports sociaux dans le monde du travail ou ailleurs. C'est d'ailleurs ce que Véronique de Keyser dit en seconde thématique dans son livre, et je suppose que vous êtes d'accord, c'est que ne pas protéger le droit des femmes, ignorer le droit de ces femmes ou ignorer certaines femmes, ça met en péril l'état de droit, nos démocraties. Si on ne compte pas sur tout le monde et qu'on ne visibilise pas chacun et chacune surtout, c'est un réel danger pour nos démocraties. On le voit évidemment dans certains pays d'Europe qui tentent à repousser les femmes dans leur cuisine et leur faire jouer de moins en moins de rôles. Ces États ne sont pas purement démocratiques, mais chez nous aussi, ça peut être un danger. Mais je dirais que ça fait partie de la démocratie que d'être un processus, un travail, quelque chose qui traverse l'histoire. Et sans doute qu'une des spécificités de la démocratie, c'est qu'elle est un ensemble d'institutions politiques qui a cette particularité d'être ouvert à sa propre transformation, en fait, qui ne se réfère pas à une base éternelle, intangible et indiscutable. Précisément, la démocratie, c'est la possibilité de réouvrir dans la perspective de l'égalité la question des dominations, des rapports de pouvoir illégitimes ou injustifiés qui entravent nos existences. Alors, de fait, l'identification de ces rapports de pouvoir qui prennent parfois une forme qui n'est pas celle de la coercition directe, mais ça peut être celle de l'abandon, de la marginalisation, de l'invisibilisation, eh bien, ça nécessite un travail de décodage, un travail d'analyse, et ensuite la construction de revendications politiques sur cette base, au motif que l'égalité est inachevée. Et je dirais que ce n'est pas tellement que l'oubli de certains met la démocratie en danger. Il y a des forces politiques qui mettent la démocratie en danger en décidant d'ignorer activement certaines formes de vie, de classe ou de groupe. Et je dirais que, de l'autre côté, ça fait partie de son, comment est-ce qu'on va dire, de son processus historique normal, en fait, que de réouvrir des espaces, de refaire de la place à ceux qui n'ont pas encore été entendus. Véronique de Keyser, vous dites d'ailleurs dans votre ouvrage, les femmes sont d'éternelles Pénélopes qui font et défont leur ouvrage, et on ne va pas encore citer cette phrase de Simone de Beauvoir qui dit que dès qu'il y aura une crise, qu'elle soit politique, religieuse, économique, ce sont chaque fois les droits des femmes, en tout cas les femmes qui seront les premières touchées. Mais on le voit, et on le voit dans les plus grandes démocraties du monde. Je ne veux que citer le retour en arrière aux États-Unis de la possibilité du droit à l'avortement pour l'ensemble des Américaines, qui est tout récent. On a simplement biffé
une disposition de la Cour constitutionnelle américaine qui permettait justement ce droit à l'avortement. On sait, et je ne prends que celui-là parce qu'il était emblématique et que tout le monde le connaît, mais rappelons-nous tout de même que jusqu'en 1992, si mes souvenirs sont bons, les Polonaises aussi avaient le droit à l'avortement et qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce qui veut dire, et très concrètement, que quand des femmes ukrainiennes ont été violées par centaines et par centaines dans la guerre qui se déroule encore aujourd'hui, et qu'elles arrivaient en Pologne, elles n'avaient aucune possibilité de mettre fin à des grossesses nées du viol. Et il fallait qu'elles repartent vers l'Allemagne ou vers la Belgique, et c'était la croix et la bannière, si je puis, en tant que président du CAL, m'exprimer comme ça. J'ai des petits travers de langage qu'on me souligne. Non, mais ça a été vraiment terrible, parce qu'une grossesse, ça va vite, hein, et donc, et les formalités, ça va lentement. Donc, tous ces retours en arrière. Alors, maintenant, des retours en arrière dans des pays qui n'étaient pas du tout de grande démocratie, mais on vient de les voir en Afghanistan. On vient de voir en Afghanistan. Et on le sait, tout à coup, les droits des femmes peuvent basculer. Changement de régime politique, changement de gouvernement politique. C'est comme tout le droit positif qui peut basculer à un moment donné. Alors, maintenant, la vraie question, vous me dites, oui, mais c'est vrai, et je le dis moi-même, les droits des femmes peuvent basculer du jour au lendemain, mais tous nos droits peuvent basculer du jour au lendemain. De ce côté-là, nous sommes pareils à l'ensemble de la population, si ce n'est que souvent, ça tombe sur les femmes. D'abord sur les femmes. Alors maintenant, pour la question des femmes, il y a une bataille aujourd'hui pour que le droit, notamment à disposer de son corps, devienne un droit fondamental, c'est-à-dire qu'il soit un droit qui soit moins facile à dévisser de sa base que ne l'est un droit, simplement une loi qu'on peut modifier d'un gouvernement à l'autre. On se bat pour le moment en France pour mettre le droit à l'avortement dans la Constitution. Et je pense qu'il nous faudrait au moins des conventions internationales là-dessus. Il est tout de même invraisemblable que 27 pays sur 28 aujourd'hui, non, ou 26 sur 27, enfin bref, l'immense majorité des pays européens ont le droit à l'avortement des États membres. Et parce que l'un ou l'autre bloc, sous des influences religieuses, il n'y ait pas de possibilité. Donc pourquoi est-ce que, alors que dans tous les autres cas, on aurait pu trouver des accommodements, ici non, il reste des freins. Et ces freins qui sont ou le patriarcat, ou certaines religions, pas toutes les religions, mais qui ne prônent pas les droits des femmes à l'égal des hommes, ce sont des freins qui, pour le moment encore, bloquent l'émancipation possible. Alors, quel est le rôle de la laïcité dans tout cela, vous allez me dire? Parce que vous auriez pu auto-célébrer la femme laïque, or non. Vous remerciez plutôt les femmes dans ce qu'elles ont pu apporter à la laïcité, ce qui n'est pas la même chose. Vous allez me faire dire des choses que je ne veux pas dire ou je les dis? Non. Vous êtes libre? Non, je suis absolument libre et on est libre au Centre d'Action Laïque, fort heureusement, tous et toutes. Non, je pense qu'on a peut-être beaucoup mis l'accent aujourd'hui sur les principes qui guident la laïcité. Et la laïcité, c'est un principe qui doit guider un état de droit qui est basé sur les droits de l'homme, sur la séparation des églises et de l'État, et sur l'idée que ces principes de droits de l'homme et d'égalité de chacun, eh bien, ces valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, il faut que l'État les favorise, les dissémine à travers notamment l'instruction, l'éducation pour tous et le libre examen, la liberté d'expression, la liberté de critique, etc. Ça, on sait que notre définition de la laïcité, elle est un principe du vivre ensemble dans un état de droit. Et c'est l'état de droit qui garantit que ça va pouvoir se passer, qu'on va pouvoir avoir des droits, qu'ils vont être protégés. Mais, comme vous l'avez dit, il y a des angles morts.
Alors, quand on va parler de liberté, d'égalité, de fraternité à une femme, qui a eu des problèmes, qui est divorcée, qui n'a plus de mari, ne paye pas sa pension alimentaire, elle est dans un état désastreux, etc., elle s'aperçoit qu'elle ne sait pas finir le mois, et on vient lui dire, vous et moi, nous sommes libres, nous sommes frères, nous sommes ensemble. Mais comme l'aurait dit Florence Kemax, que vous connaissez peut-être, ces principes ne font pas sens pour une partie de la population. Un peu comme Marx disait, hein, vous le citez dans votre livre, que les droits de l'homme, c'est pour... J'ai pas osé le dire, les droits de l'homme, c'est pour les riches. Mais je ne pense pas que les droits de l'homme... La laïcité, les principes universels, se sont faits pour ceux qui ont la liberté de pouvoir en avoir... Et justement, le souci que nous avons pour concrétiser ces valeurs, pour qu'elles fassent sens, c'est le souci de ceux qui n'ont pas pu faire entendre la voix parce que ça n'écrit pas, ça ne produit pas de film, etc. Et cette voix des vulnérables, c'est la voix qui nous manque. Et beaucoup de gens très, très intéressants, et je pense à Jan Werner Müller, qui est un théoricien et un philosophe allemand. Il écrit La peur et la liberté, et il dit il y a 3 moments dans la laïcité. Et le dernier moment, c'est cette laïcité et ce libéralisme au sens de théorie de la liberté qui s'occupe des victimes et des vulnérables. Et les États peuvent créer, sans le savoir, parfois, pas seulement des États totalitaires, mais des zones de vulnérabilité qui sont des zones de discrimination. Et nous devons pouvoir les entendre. Et je dirais que cette voix des vulnérables, elle est là. Et il y a un joli passage dans le livre, je dis qu'il est joli parce que je l'emprunte à Vinciane Depré, qui pense à la voix de la furtivité, de la vulnérabilité, qui cherche toujours des issues, qui n'ose pas trop se montrer, etc., etc. Nous devons être à l'écoute de ça. Et nous avons pu voir sortir ces plus vulnérables au moment, par exemple, de la crise Covid, dans les crises financières, dans tous les moments de crise, dans les problèmes liés au changement climatique, comme les inondations. On a vu que les maisons les plus touchées, c'était justement celles les plus vulnérables qui étaient au bord de l'eau, etc. Et si nous ne comprenons pas cette voie-là, nous allons probablement rater quelque chose de très important dans notre idée que... Oui. Et les femmes sont intervenues. Donc, Florence Kemax, j'allais y venir. Vous parlez d'un nouvel universalisme humaniste porté par des femmes philosophes, dont Florence Kemax, à qui vous adressez, enfin vous dédiez un petit chapitre, d'ailleurs, l'universalité concrète de la démocratie de Florence Kemax. C'est quoi cette universalité concrète de la démocratie, Florence ? Je dirais de cet universel ou de cet universalisme la même chose que ce que j'ai dit de la démocratie, à savoir... que c'est un processus, en fait, que c'est un processus ouvert et que, bien sûr, au fil de l'histoire, il se peut que cet universel auquel on se réfère soit encastré et enfermé dans un certain modèle. Et pendant très longtemps, on le sait, l'homme avec un grand H qui servait de point de référence à l'universel était en réalité un modèle particulier qui lui-même était posé comme supérieur à d'autres façons de vivre, à d'autres vies ailleurs, à la vie des femmes, etc. Et donc l'universalisme, si l'on veut pouvoir, je pense qu'il faut le faire, continuer de... si on veut pouvoir continuer de s'en revendiquer, je crois qu'on a besoin de l'entendre comme un processus d'ouverture, justement d'ouverture de place dans laquelle la voix de ceux qui ne rentrent pas dans le modèle dominant puisse faire valoir leurs revendications, leurs besoins aussi, et leur vision du monde aussi, certainement, leur perspective. En ce sens-là, l'universel, au fond, il devrait être perspectiviste, c'est-à-dire est universaliste le regard qui sait qu'il n'a peut-être pas encore tout vu et que l'enjeu, c'est de savoir que l'on ne peut pas tout voir et qu'il y a d'autres visions du monde, d'autres points de vue, etc.
Parce que beaucoup de mouvements disent de cet universalisme qu'il est impérialiste, raciste, patriarcal. Beaucoup de groupes font entendre leur voix en disant non, ne parlez pas pour nous, vous ne nous connaissez même pas. Il l'a été historiquement. Comment est-ce qu'on va dire, les sociétés modernes occidentales du Nord ont parlé au nom de l'universel de l'homme en général. Et il était assez clair qu'au moment où elles cherchait comment est-ce qu'on peut dire, à façonner cet universel, elle menait des politiques qui dévalorisaient, voire sous-humanisaient certaines humanités. Donc ça, c'est un fait, c'est documenté en fait aujourd'hui, et que la décolonisation, les droits des femmes, etc., ont été des formes d'élargissement justement de ce que l'on met sous l'universel. Et aussi sa pluralisation du même coup. Voilà. Donc, et je pense que ce à quoi nous devons être vigilants aujourd'hui, ce sont des tentatives de redéfinition de l'universel qui, à nouveau, le réaligneraient sur une certaine image unique de ce que doit être une vie humaine, en fait. Voilà. Mais alors, cet universalisme qui n'englobe pas tous les angles morts est fort décrié, notamment par les anti-lumières. Vous tenez d'ailleurs toutes les deux à combattre les anti-lumières. Mais en quelques mots, c'est quoi les anti-lumières? C'est qui aujourd'hui? Moi, je pense que les anti-lumières, ce sont les pensées ultra-conservatrices et notamment on va dire les penseurs ou les idéologues d'extrême droite qui ont, ces dernières 20 années, je dirais, fait une opération très subtile qui consiste à ne plus, en fait, adopter un racisme frontal qui décréterait l'inégalité des races humaines ou des cultures humaines, mais plutôt en reprenant à leur propre compte cette idée d'universalisme pour défendre une certaine idée au fond de ce qu'ils croient être l'Occident ou la modernité versus les autres réputés rétrogrades, etc. Et pour moi, c'est une OPA, en fait, c'est une capture du terme d'universel qui n'a pas besoin au fond de définition ou d'instanciation, mais qui a besoin d'être compris comme un mouvement, une attitude en fait, qui est une attitude morale et politique d'ouverture à la pluralité et de construction d'institutions politiques qui nous permettent de nous accommoder les uns avec les autres en fait. Sans cette ouverture, on fait du tort à nos démocraties, on l'a compris, à notre universalisme, et puis on tombe dans la critique facile de certains qui disent mais voilà, les femmes, entre vous, vous ne vous entendez déjà pas. On parle souvent de féminisme universaliste, féminisme intersectionnel, urgence ultime d'ouvrir à toutes pour contrer ces attaques-là, Véronique de Keyser. Oui, c'est absolument urgent à la fois d'entendre ces voix, mais de trouver une façon de rappeler à quel point, sans universel, il n'y a plus rien qui constitue ce que nous appelons quelque part le bien commun. J'aime beaucoup cette idée du bien commun, c'est-à-dire un universalisme qui est là, non pas pour revendiquer des droits parce qu'on ne les a pas, etc., mais pour défendre ensemble ce qui fait finalement notre humanité. Qu'est-ce que ça veut dire de faire l'humanité? Et j'aime bien, j'avais repris une citation d'Hannah Arendt, parce que je n'ai pas pu la citer parmi les jeunes philosophes, mais si elle avait été encore vivante, je l'aurais citée. J'ai lu « Car le monde n'est pas humain, dit-elle, pour avoir été fait par des hommes, mais il ne devient humain que parce que la voix humaine y résonne, et seulement quand il est devenu objet de dialogue. C'est le dialogue qui crée l'universalité. C'est le langage, c'est les libertés qui sont partagées. Elle dit cette humanité qui se réalise dans les conversations de l'amitié se manifeste en une disposition à partager le monde avec les autres hommes. Et je trouve que cette idée du bien commun, elle revient dans les voix justement de toutes ces femmes philosophes, dont Florence, dont Cynthia Fleury, dont Marina Garcés, etc. Elles reviennent avec l'idée de dire, nous, ce qu'on veut, c'est pas un universalisme qui nous vient d'en haut. Ce qu'on veut, c'est quelque chose de transverse où on peut partager l'expérience de la vie, de la mort, le temps, le soin, mais alors, comment va-t-on... soin aux malades. Le soin, c'est vrai qu'on y a touché, mais comment fait-on alors pour aller chercher dans ces angles morts, ces vulnérables, comme vous dites, qui passent en dessous des radars? Parce que ces expériences-là sont les leurs. Bien sûr, mais alors comment les toucher?
Est-ce que la laïcité, est-ce que l'université, l'universalisme doit aller les chercher pour parler le même langage ou pour Et ce n'est pas parler le même langage, c'est parler le langage de l'expérience, du vécu, c'est-à-dire allier la raison à la sensibilité et au vécu et à l'expérience. Si on ne le fait pas, on rate la cible. J'ai beaucoup, excusez-moi de parler de moi, mais j'ai beaucoup dans ma vie rencontré des gens qui étaient à la limite, quoi. Des femmes qui avaient été violées, des enfants qui ont été violés, des travailleurs qui avaient des accidents de travail quand je m'intéressais aux conditions de travail. Et chaque fois, j'étais extrêmement touchée de voir qu'à partir du moment où on rentre dans leur monde, on se découvre finalement des affinités. Les uns les autres, oui. Et ça, c'est empathie de la relation, cette capacité de voir ce que nous avons en commun au-delà des différences de naissance, etc., et de la manière dont on roule dans une voiture ou une autre. On ne peut l'avoir que quand il y a un climat de confiance qui s'établit. Mais là, évidemment, vous parlez à une psychologue, vous allez me dire, mais quand on n'est pas psychologue, comment est-ce qu'on fait? Je suis intimement persuadée qu'il y a les principes à avoir, guidés par la raison et qui ont fait leur preuve quelque part, et qu'il y a cette ouverture transverse que nous n'avons pas encore assez pratiquée. Mais je dirais qu'au CAL, et ici ce n'est plus mon expérience personnelle, mais c'est la présidence du CAL qui parle, nous avons dans tout ce qui est aide à la personne énormément de types de contacts avec des gens qui en ont besoin, que ce soit dans les prisons, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les problèmes de femmes battues, etc. Ça, nous l'avons tout le temps. Et nous ouvrons maintenant des aides à la personne pour les jeunes, dans la mesure où l'éco-anxiété aujourd'hui est aller chercher la jeunesse aussi. Aller chercher la jeunesse. Que les politiques s'en occupent. Florence Quémax, il reste environ une minute. Florence Quémax, j'avais envie que vous réagissiez à ce que Véronique vient de dire. Comment fait-on percoler cette ouverture-là? Je suis tout à fait d'accord avec ce que Véronique dit. Je vais quand même me faire un tout petit peu l'avocate finalement des sciences et de la recherche scientifique. Pourquoi? Parce que les sciences humaines, en fait, font ce travail. Et l'une de leurs méthodes, c'est évidemment le dialogue. Mais je voudrais quand même ajouter qu'il y a sûrement des tentatives à mener aujourd'hui de reconnecter les savoirs scientifiques sur la société, sur les angles morts de la société, ce qu'on peut faire en sciences sociales, en philosophie politique ou autre. Avec un travail qui consiste à aller chercher les savoirs qui sont produits aussi en dehors, qui sont produits par les gens eux-mêmes. Et cela relève en effet du partage d'expériences. Et il y a une philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Donna Haraway, qui a dit tout le défi, mais à la fois toute l'importance aussi que représente le fait d'apprendre à voir d'en bas. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit faire aussi dans les sciences où on a plutôt tendance à voir d'en haut. Oui. Eh bien, voir d'en bas, cette émission se termine déjà, désolée, mais merci beaucoup d'avoir été là, Florence Quémax et Véronique de Keyser. Pour voir d'en bas, il faut descendre dans la rue. Le 8 mars s'y prête bien. Le 8 mars, justement, place de l'Albertine, il y aura une marche à 18h, la fameuse marche mondiale, manif des femmes, évidemment, en cette journée internationale des droits des femmes. À vous annoncer aussi un colloque grossesse et maternité, parce que c'est important de pouvoir retrouver son autonomie de décision des femmes sur leur corps, évidemment. 9 mars, toute information sur le site du Centre d'Action Laïque. Et puis, une petite parenthèse, un nouveau mouvement qui va être lancé le 8 mars aussi, qui concerne justement toutes ces invisibilisées, MeToo Homeless, qui va aller donc vous chercher pour vous informer sur toutes ces femmes sans abri qu'on voit beaucoup à Bruxelles pour le moment. Donc, un mouvement à suivre dès le 8 mars, #MeToo Homeless. Merci d'avoir été là. Merci à vous d'avoir choisi de nous suivre. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Florence et Véronique, vous ne serez plus là, mais vous écouterez, j'espère. Notre rendez-vous de la laïcité. À très bientôt. Merci. Merci.